toutes et tous ici, on est imprégnés du même imaginaire, de ces dystopies affreuses qui nous ont déjà brossé l'angoisse des sociétés hyper surveillées. L'intelligence artificielle rend ces dystopies réelles. Voilà, nous vivons dans une dystopie. Cette ultra-surveillance se manifeste dans la rue, lors de grands événements, lors de manifestations, mais dans notre vie privée, publique aussi, dans les contenus que nous créons et que nous échangeons sur les plateformes. Cette surveillance s'immisce même dans les rapports que nous entretenons avec les administrations. C'est un point que nous allons évoquer ce matin. En bref, ces dispositifs d'IA sont un danger pour notre démocratie. Il ne s'agit pas ici de le démontrer, mais d'essayer de comprendre en quoi et quelles sont les maigres armes à notre disposition pour lutter, parmi lesquelles des associations, maigre, et c'est pas à vous que je voulais associer cet adjectif, mais en tous les cas, voilà, des associations et des ONG qui défendent les libertés individuelles et collectives et qui sont ce matin avec nous pour en discuter. Katia Roux, pour commencer, qui est chargée de plaidoyer à Amnesty International France. Blue Tiyavoraboun, qui est conseiller politique à l'EDRI, European Digital Rights, vous nous direz en quelques mots de quoi il s'agit exactement, et Benoît Piédalu, qui est membre de la Quadrature du Net. Alors, entrons tout de suite dans le sujet. Je vais vous donner la parole pour commencer, Katia. Est-ce que, justement, vous pouvez répondre à ces questions et comment ces technologies numériques de surveillance menacent les libertés fondamentales, en particulier la vie privée et la liberté d'expression? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est une vaste question pour une entrée en matière, mais je vais essayer de dresser un peu un état des lieux et probablement qu'on reviendra avec mes collègues sur les différents aspects. Alors quand on parle de technologie de surveillance, vous l'avez mentionné en introduction, ça touche à plusieurs domaines au final. On peut assez rapidement penser aux technologies, par exemple, qui permettent la surveillance de masse dans l'espace public, tout ce qui va toucher à l'utilisation, par exemple, de vidéosurveillance algorithmique, de reconnaissance faciale, des technologies qui permettent de suivre, de pister, d'identifier des objets ou des personnes. On peut aussi penser à des technologies de surveillance plus ciblées, discriminatoires, qui vont là, pour le coup, plutôt surveiller des personnes en raison de qui elles sont ou ce qu'elles font. On y reviendra peut-être aussi un peu plus précisément. Vous avez aussi mentionné la surveillance en ligne. On y a fait référence ici ce matin, par exemple, sur les grandes plateformes des réseaux sociaux qui s'appuient sur une collecte, une captation massive de données personnelles à des fins publicitaires et donc de profilage. On pense aussi à l'automatisation, je pense qu'on y reviendra, des services publics qui, là encore, va s'appuyer sur la surveillance, c'est-à-dire la collecte des données personnelles pour flécher, par exemple, des contrôles ou autres. Donc, il y a beaucoup de domaines possibles, d'usages possibles, et il faudra prendre en compte, mais pour l'ensemble de ces domaines ou de ces usages, on va retrouver effectivement, systématiquement, les mêmes atteintes potentielles aux droits humains. Vous l'avez mentionné, d'abord des atteintes au droit à la vie privée. Ça paraît assez logique quand on pense aux technologies de surveillance. Ce sont des technologies extrêmement intrusives, quand on parle de reconnaissance faciale, par exemple, dans l'espace public, ou de captation des données personnelles en ligne, ou même de surveillance à travers des logiciels espions. On n'est pas forcément au courant de ce qui est en train de se passer, et effectivement, c'est très intrusif. Et au regard du droit international qui reste le référentiel pour Amnesty International, ce genre d'atteinte au droit à la vie privée doit répondre à des critères très stricts, normalement, de nécessité et de proportionnalité. C'est-à-dire que quand on utilise de telles technologies, il faut pouvoir démontrer qu'il n'y a pas d'autres moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre l'objectif légitime recherché. Donc on a en premier lieu effectivement cette immixtion arbitraire dans la vie privée des uns et des autres, où potentiellement les citoyens, citoyennes deviennent des suspects potentiels.
on va avoir un autre impact très fort en termes de droits fondamentaux, notamment sur les libertés, liberté d'expression, liberté de circulation, parce que ces technologies forcément induisent un effet dissuasif extrêmement fort. Alors pas forcément, on y reviendra peut-être parce qu'on a mené une campagne assez récente sur le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique à l'occasion des JO en France, pas forcément parce qu'on a quelque chose à cacher ou à se reprocher, mais tout simplement parce que l'architecture de surveillance, le fait d'avoir des caméras par exemple disposées un peu partout dans la rue, peut amener à modifier, altérer son comportement. C'est assez humain, on se comporte pas de la même manière quand on se sait, quand on se pense surveillé. Et donc ça peut amener à renoncer à exercer un certain nombre de nos droits fondamentaux, à renoncer par exemple à aller manifester, tout simplement parce qu'il va y avoir un déploiement de caméras, de drones, de technologies de reconnaissance faciale à ce moment-là. On peut renoncer à s'exprimer. Et donc là, c'est difficile parce que on atteint un peu le stade ultime, c'est-à-dire l'autocensure. C'est même plus une censure externe, c'est nous-mêmes qui intégrons le fait que, oui, potentiellement, le contexte, ça ne me convient pas, donc je ne vais pas soit m'exprimer, soit me mobiliser, soit manifester. Donc ça peut aller assez loin et c'est difficile à visualiser. Parce que de fait, quand on parle de risque avec ces technologies, c'est pas forcément tout de suite concret ou matériel pour les personnes, et quand ils se sont matérialisés, ces risques, quand ils sont concrets, souvent c'est déjà trop tard. On a du mal à revenir en arrière, donc on y reviendra aussi certainement. Et puis peut-être le dernier point très important, et ça a été mentionné comme une transition anticipée sur cette table ronde tout à l'heure, c'est les aspects discrimination et discriminatoires, parce que clairement, ces outils qui sont présentés comme étant nécessairement neutres, des outils d'aide à la décision, des outils qui vont favoriser l'efficacité, qui vont garantir la sécurité, ce sont des outils qui sont conçus par des humains, qui sont utilisés par des humains, qui s'inscrivent dans des contextes sociétaux et qui vont nécessairement refléter aussi une vision de personnes ou de sociétés et potentiellement donc accentuer des biais discriminatoires, des biais structurels, que ce soit sociaux, économiques, politiques, culturels, etc. Donc, quel que soit, pour faire large, parce que je pense qu'on va rentrer après plus précisément, mais voilà, quel que soit le type de surveillance auquel on peut penser dans l'espace public, en ligne, dans les secteurs, dans le secteur des services publics, on va toujours se heurter à ces questions-là de droit à la vie privée, de liberté fondamentale, de discrimination. Et ce qu'on peut peut-être déjà dire ici, c'est qu'effectivement, on voit bien, on est toutes et tous concernés par ces technologies qui ont complètement pénétré nos vies et nos quotidiens, mais on n'est pas toutes et tous affectés de la même manière. Et ça a déjà été un peu esquissé, et c'est en lien avec ce dernier volet sur la discrimination. Bien souvent, ça vient amplifier des discriminations existantes, les aggraver. Et ce sont souvent les populations qui sont déjà les plus vulnérables qui vont être le plus exposées à ces technologies. Les personnes les plus précaires, les personnes racisées, les personnes migrantes et réfugiées, et qui donc vont être affectées de manière disproportionnée par ces technologies. Merci Katia pour ce premier tour d'horizon. Justement, peut-être essayons d'illustrer ce que vous venez de nous tracer un peu concrètement. Blue, je vais vous donner la parole à vous pour une illustration concrète. Et je pense que tout le monde ici dans cette salle regarde effaré ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec une mise en pratique immédiate de ce que peuvent produire ces technologies de surveillance sur des populations vulnérables dont Katia parlait. Donc dans cet état technofasciste qu'installe Trump et Musk entre autres, quels sont les risques immédiats déjà constatés de ces technologies de surveillance dirigées par l'IA, et est-ce qu'on peut déjà déplorer, pointer des effets immédiats de cette alliance de la technique et de l'extrême droite par les discours et les actes politiques pour, je pense aux personnes non américaines,
qui sont sur le sol des États-Unis, les personnes LGBTQIA+, en particulier les personnes trans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples voilà, très concrets de ce qui se passe? Ouais, merci. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne question. Et je pense que généralement, ouais, l'IA, comme vous avez déjà dit, multiplie la capacité de surveillance et policier à une échelle jamais vue auparavant. Par exemple, avec la reconnaissance faciale, ici, ça a aussi le pouvoir de reconnaître le genre des personnes. Et si ça, c'est dans le public, par exemple, dans des espaces publics, avec la traçage constante, et ça devient une menace permanente. Et c'était pas possible avant le déploiement de l'IA. Et ouais. Je veux aussi dire que la technologie, elle prétend d'être neutre, mais si, comme aux États-Unis, par exemple, en réalité, elle reflète la politique discriminatoire et liberticide. Et je pense que aussi les entreprises commerciales derrière l'IA prétendent que leurs systèmes sont infaillibles. Et par exemple, que la reconnaissance de genre ou de je sais pas quoi, c'est vraiment problématique en effet. Et en plus, que c'est vraiment, il y a beaucoup des erreurs. Les systèmes, ils font beaucoup des erreurs. Et ces erreurs, ils sont plutôt sur les personnes discriminées déjà. Alors, les personnes racisées, les personnes trans, les personnes, ouais, justement, discriminées. Et je pense aussi qu'on pense que c'est juste aux États-Unis ou en Chine ou je sais pas quoi, mais en fait, c'est aussi le cas en Europe. En fait, l'Agence des droits fondamentaux du lait a montré dans un de ses rapports que des immigrants et des gens racisés sont plus ciblés par la violence et par la répression de l'État en Europe. Et ce racisme institutionnel en Europe est amplifié par des technologies, y compris l'IA. Et c'est pourquoi que nous devons résister au solutionnisme technologique, c'est-à-dire que l'idée qu'on peut résoudre les enjeux sociétaux complexes juste par l'utilisation de technologies. Et c'est souvent poussé par les entreprises de la tech, mais aussi par des gouvernements. Et si on observe le AI Summit dans la semaine prochaine, c'est aussi la même chose. On veut utiliser l'IA pour beaucoup des choses. Par exemple, pour plus des droits pour des comment est-ce qu'on dit, workers, des travailleurs, mais en fait, c'est pas tellement simple. C'est pas une solution de miracle, et on a besoin des solutions complexes pour les problèmes complexes. Sur le panel avant, c'est aussi la même chose avec le climat ou des autres problèmes sociétaux. Alors, à la base, je veux dire que je pense que ouais, on peut voir aux États-Unis que ces technologies vraiment affectent les personnes déjà discriminées beaucoup, mais c'est aussi important de regarder ce que se passe en Europe, parce que c'est vraiment la même chose à la base. Oui, il ne faut pas se rassurer en se disant que c'est loin. Mais justement, Blue, si vous voulez donner le micro, enfin, je sais pas, vous avez terminé ce que vous vouliez dire, mais si vous voulez donner le micro à votre voisin, Benoît Piédalu, est-ce que, comme Blue le disait, observons aussi ce qui se passe en Europe et en France, et Katia évoquait, au-delà des applications qui paraissent peut-être un peu évidentes de la surveillance dans l'espace public via la reconnaissance faciale notamment, mais aujourd'hui l'IA est aussi au service de politiques publiques mises en place par l'administration qui, on va le voir, vous allez nous l'expliquer, produisent elles aussi des discriminations et elles aussi, comme ce que Blue et Katia viennent de dire, qui touchent en premier et en particulier les populations déjà discriminées. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette utilisation de l'IA dans les rapports que l'administration entretient avec les citoyennes et les citoyens ? Oui, alors déjà je voulais dire on travaille déjà sur la partie VSA qui avait été abordée par Katia dans son introduction à travers la campagne Technopolis qu'on a lancée en 2019, donc c'est un sujet qu'on connaît très bien. VSA, c'est la vidéosurveillance automatisée.
ou algorithmique. Ça marche, les deux fonctionnent. C'est un nom qu'on a introduit à l'époque et qui a bien été utilisé effectivement. Donc ça, c'était un peu la première approche qu'on a eue sur l'usage de technologies comme ça d'analyse et d'IA par les pouvoirs publics à l'époque, avant qu'on commence à s'interroger justement sur leur usage à l'intérieur des administrations. Et on a lancé une campagne aussi spécifiquement là-dessus, qui s'appelait la campagne algorithme au départ, parce que tout le monde dit ah là là mon Dieu, il y a des algorithmes. Bon, il y a des algorithmes partout, même dans une page web. Donc on s'est dit bon, on va spécifier, et donc ça s'appelle maintenant la campagne France Contrôle, parce qu'on a France Travail, on a France ceci, France cela, France IA. Donc on a dit bah ouais, nous aussi on va faire une campagne France quelque chose, et donc c'est France Contrôle. Pour rappeler un peu finalement à quoi servent tous ces outils, parce que ces outils sont utilisés en particulier par les administrations pour nous contrôler. Alors des fois ils considèrent que c'est pour notre bien, nous on considère que c'est pas toujours pour notre bien, et donc c'était un peu l'idée justement d'aller travailler sur les contextes d'administration et quels sont les algos de contrôle qui sont utilisés dans les administrations. Donc on s'est beaucoup basé sur les travaux de Vincent Dubois sur l'augmentation de ces usages sur les populations déjà précarisées. Donc on a essayé de voir un peu, on a travaillé avec des associations aussi d'usagers des services publics qui sont venus nous voir en nous disant il y a des comportements un peu bizarres avec les administrations, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, il y a des contrôles, on ne sait pas d'où ils sortent, donc on a commencé à travailler avec toutes ces associations pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et puis notre première action a été sur la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc la caisse d'allocation familiale était assez intéressant parce que on a étudié des cas de gens qui s'étaient fait contrôler par la CAF et ils ne savaient pas pourquoi. Et les associations des allocataires ne comprenaient pas pourquoi et ne pouvaient même pas les aider. Emmaüs, l'association Emmaüs nous disait nous on aimerait bien pouvoir essayer de comprendre, c'est-à-dire trouver les paramètres qui font que un contrôle se déclenche, parce qu'un contrôle c'est toujours très violent, particulièrement sur des populations précaires. En particulier quand on arrête de verser les allocations en attendant que le contrôle se passe et que les gens comptent sur cette allocation pour pouvoir vivre, c'est quand même extrêmement intrusif et violent pour leur vie. Donc on a travaillé avec ces associations et on est tombé sur la notation des allocataires. Donc la notation des allocataires, c'est une note entre 0 et 1. Plus elle est proche de 1, plus vous avez un risque d'indu. Alors avant, on parlait de fraude. La CAF parlait de fraude, et puis à un moment ils se sont aperçus que fraude c'était un peu compliqué parce qu'il faut une intention pour la fraude. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un juge qui soit passé qui dit oui, il avait vraiment l'intention de frauder. En fait, un algorithme qui va juste étudier votre dossier peut pas dire il y avait une intention de fraude, c'est pas possible. Donc ils sont revenus un peu en arrière et ils ont dit non, en fait c'est un indu, c'est-à-dire on a versé de l'argent alors à une personne qui n'aurait pas dû toucher cet argent, ou en tout cas cette quantité d'argent là. En général, c'est quand la personne a touché trop d'argent, c'est pas quand elle en a touché pas assez. Donc ça, c'est cet algo, on a compris que c'était une régression logistique qui était utilisée. Donc en fait, on a la liste des paramètres et ça construit un sélecteur de dossiers, les dossiers qui vont permettre d'aller chercher de l'argent chez certaines personnes. Donc ça, c'est pas ce qu'on appelle vraiment de l'IA. Après, tout le monde appelle de l'IA un peu tout, mais bon, on s'est dit on va quand même essayer de comprendre comment ces paramètres ont été trouvés par la Caisse d'allocation familiale. Parce que il y a bien, à un moment, il a fallu déterminer que les femmes seules avec enfants, elles étaient plus sujettes à avoir des indus, que les personnes nées à l'étranger étaient plus sujettes à avoir des indus. On s'est dit c'est pas possible que ce soit des humains qui aient fait la liste de ces paramètres-là et tout. Et en fait, effectivement, on a trouvé que là, c'était réellement un réseau de neurones qui avait été entraîné sur un certain nombre de dossiers pour aller chercher les paramètres qui permettaient d'aller dire ces gens-là vont avoir des indus dans leur dossier. Donc typiquement, pour entrer rapidement dans les détails, c'est un millier de dossiers qui a été analysé. On a essayé de trouver quels étaient les dossiers qui pouvaient rapporter plus de 600 € sur 6 mois d'indus, qu'on allait demander à récupérer plus de 600 € sur 6 mois. Donc ça, c'est les dossiers intéressants à aller chercher. Les autres, c'est des dossiers moins intéressants. On a rentré ça dans une moulinette. Il y a un bon millier de paramètres dans chaque dossier, tous les paramètres de revenus, évidemment, de vie, d'origine et tout. Et puis, on a rentré ça dans une moulinette. On a dit, vas-y, sors-moi tous les paramètres du dossier type qui peut nous rapporter de l'argent si on va mettre notre nez dedans, c'est-à-dire
où est-ce qu'on va mettre le nez des enquêteurs et enquêtrices qui vont aller chercher l'argent, pour pas les envoyer à des endroits où ils vont pas rien ramener parce que ce serait dommage. Faudrait quand même être le plus efficace possible pour aller chercher de l'argent chez les gens qui n'ont pas d'argent. Et c'est là où on s'est aperçu des trucs assez surprenants, c'est-à-dire que l'administration ne s'est pas posé une seule seconde la question de savoir toutes ces histoires de biais et autres, ce que ça allait donner. C'est-à-dire ils se sont dit, c'est une machine, c'est comme ça, on rentre les infos, ça va nous sortir des paramètres, on va les appliquer et tout. Et par exemple, on s'est aperçu d'un truc assez drôle, c'est que le nombre de connexions au site de la CAF faisait partie du dossier. Donc en fait, on a un système un mécanisme qui fait que plus vous vous connectez à la CAF, plus votre note augmente, mais qu'à partir d'un certain nombre de connexions, en fait, votre note redescend. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui nous sort de manière totalement mathématique, statistique, par un réseau de neurones, mais qui n'a aucun sens au quotidien. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens sur, en fait, est-ce que la personne elle est en train d'aller récupérer des indus, d'argent, du trop perçu, est-ce qu'il y a un trop perçu de l'argent public sur une personne? Qu'est-ce que ça a comme rapport avec le nombre de fois qu'elle se connecte par semaine à son site des caisses d'allocation familiale? Voilà. Et donc c'est pour dire un peu le problème que ça provoque de passer par ces outils sans réfléchir aux conséquences, sans réfléchir à ce que ça peut avoir comme sens dans le cadre d'une allocation à des personnes précaires, d'aller appliquer des politiques liées à juste de l'IA. On va balancer un truc et on va essayer de... Voilà. Et donc ce à quoi je voulais arriver, c'était de dire, en fait, on s'aperçoit que finalement, la politique publique appliquée avec cet outil-là, donc l'IA d'abord et puis la régression logistique derrière pour aller sélectionner les bons dossiers pour aller récupérer de l'argent, finalement ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'argent là où ils peuvent en récupérer le plus, c'est-à-dire chez les plus pauvres, chez les personnes qui ont des allocations complexes, le RSA, où on va leur demander tous les 3 mois d'aller renouveler, d'aller redonner des chiffres, etc. Des choses vraiment, des choses compliquées qui sont liées à leur situation et donc qui sont forcément compliquées, où ils peuvent se tromper, où il peut y avoir des erreurs. Et donc en fait, c'est une politique, c'est une application d'une politique, clairement, qui est une politique de droite, qui est une politique de chasse aux pauvres, et qui est effectivement correctement appliquée par les algorithmes qu'on voit aujourd'hui utilisés par l'administration. Voilà, sur cet exemple précis. Sans réflexion éthique, pour revenir sur ce qu'on disait au cours de la première table ronde. Alors, on voit cette espèce de rouleau compresseur, finalement, des technologies utilisées dans l'objectif d'une surveillance de masse, que ce soit dans l'espace public ou à d'autres niveaux. Est-ce que, je vais vous donner la parole à toutes les deux, peut-être à Katia pour commencer, mais est-ce que, qu'en est-il des législations existantes, les législations, la française, l'Union européenne, peut-être que Blue nous détaillera ça sur le plan européen. Est-ce que la loi nous protège de ces intrusions des IA qui nous surveillent? Non. Ou alors pas assez, en tout cas. Peut-être pour faire le lien entre ce qu'on a dit et effectivement cette question de la protection, il faut aussi bien comprendre que c'est une tendance mondiale, ce qui a été décrit là au niveau français. On l'a aussi documenté au niveau européen avec plusieurs pays qui recourent justement à l'automatisation des services publics et notamment de la protection sociale. On pense au Danemark, on pense aux Pays-Bas, on pense à la Serbie. Enfin, ce ne sont pas des cas d'espèce et isolés. C'est vraiment une tendance alors qu'on a documentée en Europe, mais qui se retrouve au niveau mondial. Idem pour les technologies de surveillance dans le cadre, on va dire, de la sécurité nationale ou sous couvert de sécurité nationale avec les technologies de reconnaissance faciale ou autres. De plus en plus de gouvernements se tournent vers ces solutions simples et faciles et directes pour répondre à des enjeux qui sont complexes et qui mériteraient vraisemblablement une approche beaucoup plus subtile et systémique. Et ça, on le voit effectivement partout dans le monde. Donc il y a cette tendance-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de régulation et de protection, ça se passe à plusieurs niveaux. Et ce ne sont pas des niveaux exclusifs. Il faut penser effectivement un encadrement et une régulation de ces systèmes-là qui prennent véritablement en cause les risques systémiques, qui puissent s'appliquer au niveau national, régional et européen. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, on a des cadres alors il y a plusieurs tentatives législatives, on en a mentionné plusieurs ce matin, il y a eu l'AI Act, il y a eu le DSA, qui vise à poser un certain nombre d'obligations
Mais quand on regarde dans le détail du texte, on se rend compte qu'il y a des lacunes et il y a des failles. Et ces failles et ces lacunes, bien souvent, elles concernent les domaines les plus problématiques en matière de droits et de libertés. Si on prend l'exemple de l'AI Act, on nous a expliqué ce matin effectivement que c'est un texte qui a adopté l'approche par les risques. C'est plutôt pertinent. Les systèmes les plus dangereux devraient être interdits. Les systèmes à risque très encadrés, risque limité faire l'objet de transparence, etc. Mais quand on regarde le texte qui a fait donc l'objet d'âpres discussions et de négociations et donc d'un accord politique où il y a eu effectivement un consensus assez large in fine, on se rend compte que si on prend l'exemple de la reconnaissance faciale, par exemple en temps réel dans l'espace public, cette technologie, ces outils-là vont être interdits avec des exceptions pour les forces de l'ordre, pour le domaine de l'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États membres de l'UE vont pouvoir, sous couvert donc de légiférer, il faudra que ça passe par une loi, mais utiliser dans certains contextes ou certaines conditions ces technologies-là. La reconnaissance des émotions et certains systèmes dits à haut risque sont interdits dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de l'éducation, mais pas dans le domaine de l'immigration ou la sécurité nationale. Là encore, extrêmement problématique, parce qu'on a déjà aujourd'hui en Europe des systèmes qui sont utilisés, par exemple, de reconnaissance faciale et de détection donc, de mensonges pour interroger les personnes qui arrivent, qui franchissent la frontière et qui doivent répondre donc à des systèmes facilités par l'IA qui vont détecter si oui ou non la personne dit la vérité avec un système de rouge-vert, ça passe pas. Donc on a déjà en fait un déploiement de ces technologies très large partout dans le monde, y compris en France, et des cadres en réalité qui sont en train d'être construits avec des approches qui peuvent être pertinentes, mais quand on regarde vraiment dans le détail, il y a des failles, il y a des lacunes qui permettent des abus qui sont parmi les plus problématiques en matière d'usage. Et ça, effectivement, on en entend un peu moins parler. Et pour autant, les conséquences dans la vie réelle peuvent être effectivement dramatiques. Donc aujourd'hui, en France aussi, puisque c'est l'actualité avec le sommet mondial sur l'IA, là encore, on aurait espéré que ces sujets, précisément les risques en matière de droits humains et la protection nécessaire puissent être au cœur des discussions. On ne peut que regretter que ça ne soit pas priorisé. Quand on parle aujourd'hui des risques d'IA en France ou en Europe, on pense tout de suite au risque existentiel de la machine qui va remplacer l'homme, et en fait on ne pense pas aux préjudices ici et maintenant qui sont déjà constatés, qui sont déjà avérés, qui ciblent déjà les personnes les plus discriminées. Et au final, ça nous éloigne de cette réflexion critique qui a été mentionnée par Blue tout à l'heure. Et ça, c'est aussi ce qui manque dans nos législations. C'est-à-dire que la critique du technosolutionnisme, elle est fondamentale. La première question, et ça rejoint ce qui a été dit sur la première table ronde, c'est est-ce qu'on a besoin de ces technologies-là? Est-ce qu'on a besoin d'automatiser le secteur de la protection sociale pour, soi-disant, mieux cibler les aides, soi-disant être plus efficace pour détecter les fraudes, etc., etc. Parce qu'on a toujours des objectifs officiels qui sont toujours extrêmement louables sur le papier, des bonnes intentions. Et au final, on se rend compte que dans l'usage, on arrive à des impacts qui sont tout à fait contraires. Donc cette approche technocritique, elle doit non seulement se poser de manière systématique, mais elle doit aussi faire en sorte qu'on n'ignore pas les causes structurelles, encore une fois, qu'elle ne nous détourne pas des questionnements sur pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les causes socio-économiques de telle ou telle situation, et ça c'est écarté. Et une autre, et je passerai la parole, mais un autre manquement souvent dans les législations et les réglementations qui sont mises en œuvre, c'est le manque de consultation des personnes concernées. Et ça, c'est quand même très net. Et je fais aussi encore une fois un parallèle avec le sommet mondial. On a beaucoup entendu dans les communications que ce sommet se veut inclusif, participatif. En réalité, ce sont
des bonnes intentions, hein, évidemment qu'on est d'accord avec ça. Dans les faits, ça veut dire que oui, il ne faut pas se restreindre en fait aux frontières de l'Europe ou à nos privilèges, sécurité, droits à nous. Quand on parle de l'AI Act qui va probablement interdire un certain nombre de technologies parce que jugées incompatibles avec les droits humains au sein de l'UE, mais que c'est pas un problème de les exporter. Il y a quand même une contradiction là qui est, en fait, là, on l'interdit parce que voilà, ça vient littéralement réprimer les libertés, mais on les exporte. C'est pas grave si ça réprime les libertés ailleurs, en gros. Donc c'est aussi ça, c'est la question de la participation concrète des populations concernées, qui sont encore une fois les premières impactées. Elle doit être au cœur des discussions, et aujourd'hui, on voit très bien qu'on n'y est pas. Et donc que les législations et les réglementations, elles doivent se penser à plusieurs niveaux et qu'on ne peut pas calquer, par exemple, une régulation pensée par des pays dits du Nord à d'autres zones. Ça fait aussi écho à ce qui a été dit ce matin sur l'impact environnemental et l'extraction minière, etc. Donc il y a quelque chose en termes de gouvernance mondiale qui, en termes d'approche technocritique et de participation des populations concernées, mais aussi en termes de mesures adoptées, c'est-à-dire réussir à tracer de véritables lignes rouges, pas des pointillés sur des interdictions de technologies incompatibles avec les droits humains, reconnaissance faciale, reconnaissance des émotions, notation sociale. Ça a été aussi mentionné ce matin comme une pratique interdite. On ne sait toujours pas si l'algorithme de la CNAF qui fait du risk scoring, donc peut être considéré au regard de l'AI comme de la notation sociale. On vient juste d'avoir la publication des guidelines et des lignes directrices de la Commission européenne sur le sujet. Il va falloir se pencher sur l'opéralisation de ce texte. Mais on a vraiment besoin de mesures qui soient des mesures fortes, totales, ambitieuses, qui ne souffrent pas d'exception, parce que sinon ça rend les principes d'interdiction tout à fait illusoires. Oui. Merci Katia, et malheureusement Thierry Breton n'est pas resté jusqu'à votre intervention et celle de Blue, parce que j'imagine, Blue, que vous partagez ce constat posé par Katia et celui des lignes rouges qui ne sont finalement plus que des pointillés dans l'IA Act et d'autres réglementations. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de ça, et puis aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on parvient à une régulation efficace sur le plan européen quand il s'agit de faire une moyenne ou un compromis entre différentes positions des États membres qui ont parfois des visions très divergentes du sujet. Ouais, merci. Je pense que c'était vraiment, vous avez le bien dit. C'est vraiment le cas que le AI Act, c'est vraiment décevant. Et pour un peu plus de contexte sur l'UE, en fait, on est doté à l'UE avec un cadre législatif plutôt solide en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. En fait, les deux sont... la Charte européenne des droits fondamentaux a 2 articles qui protègent la vie privée et les données personnelles, en fait. Et après, elle lui a adopté des mesures de protection de ces droits fondamentaux. Et je pense que la plus connue, les AI, mais le plus connu est le RGPD, qui réglemente la manière dont les entreprises privées, mais aussi les administrations publiques traitent les données personnelles. Mais par contre, là aussi, on voit que souvent les lois ne sont pas respectées et les entreprises exploitent leurs zones grises. Et même les autorités de protection des données ne font pas toujours un bon travail d'application de la loi. Par exemple, l'Irlande avec Meta, Facebook, j'en suis sûre que vous l'avez entendu. Et c'est pourquoi on a observé de nombreuses expérimentations du système du lien, comme la reconnaissance faciale à travers toute l'Europe, en dehors de toute cadre légal. Alors, lui était, peut-être on a besoin un des cadres plus clairs qui encadrait très clairement et sans interprétation possible ces technologies. Et c'était censé être les AI Act. Mais c'est vraiment une occasion manquée, car il ne va pas assez loin. Et vous analysez comment cette occasion manquée, pourquoi on n'est pas parvenu à une législation, une réglementation satisfaisante au sein de l'Union européenne? Je pense que spécifiquement c'est un résultat des négociations politiques
qu'après, ouais, on a le risk-based approach, l'approche basée sur les risques et pas sur les droits fondamentaux, par exemple. Ouais, et on a des prohibitions, alors comme Katia a mentionné, mais en fait, je pense que l'objectif global de cette AI Act était plutôt de faciliter l'innovation que de protéger les droits humains. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, si on regarde les AI Summit dans la semaine prochaine, c'est la même chose là aussi, que c'est l'innovation et on veut utiliser l'AI pour le good tous les temps, et c'est aussi le cas avec l'AI Act. C'était juste, le goal était de faciliter l'application de l'IA avec la plupart des applications. Le goal était de juste avoir une vraiment petite pourcentage qui est prohibité et interdite. Désolée. Ouais, et je pense que en effet, c'est ça le point, c'est que le discours est l'IA, ça va nous sauver, ça va nous aider, mais en fait, ouais, c'est pas le cas, et je pense que les entreprises commerciales et les partis politiques, ils vraiment croient que c'est la vérité ou c'est le discours qu'ils veulent, et ouais, c'est juste le technosolutionnisme est aussi dans le AI Act. Donc, vous répondez à Thierry Breton, c'est pas régulation versus innovation. On est surtout sur la porte ouverte à l'innovation, justement, sans réflexion éthique. Est-ce que, Benoît, vous pointez de la même manière dans la législation française, pour le coup, les mêmes failles, les mêmes loupés, et par exemple ce que vous nous expliquiez tout à l'heure sur ce dispositif de ranking des allocataires sociaux mis en place par la CNAF, de notation, oui. Est-ce que c'est autorisé par la loi, et laquelle, enfin, comment est-ce possible en fait? Alors moi je suis pas juriste. Déjà. Bastien, qui aurait dû être à ma place, est juriste, donc, mais il est en arrêt maladie, donc il n'a pas pu être là. Mais alors déjà, je voulais dire sur les lignes rouges ou les lignes à pointiller, effectivement, à partir du moment où, nous, on avait travaillé avec EDRI aussi au niveau européen pour travailler à l'interdiction totale de la reconnaissance faciale, enfin plus généralement de la reconnaissance biométrique. La reconnaissance faciale n'est qu'une partie de la reconnaissance biométrique. À partir du moment où une caméra, enfin plutôt l'algorithme qui est derrière est capable de vous reconnaître avec votre simple démarche, en fait, la reconnaissance faciale va pas. Voilà, on peut faire ça avec d'autres choses. Ou en fait, la reconnaissance biométrique, c'est vous vous détectez dans une foule de manière unique. C'est pareil, la manière dont vous êtes habillé, c'est de la reconnaissance biométrique. En tout cas, c'est de la manière dont nous, on l'interprète à travers les textes. Évidemment, les politiques et les entreprises n'interprètent pas de la même manière. Effectivement, à partir du moment où on met dans la réglementation tout un tas d'exceptions qui disent que dans un certain cas, on peut déployer de la reconnaissance faciale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la reconnaissance faciale est déployée. Point. Et donc là, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que passer d'une étape à l'étape d'après, qui est la reconnaissance faciale de tout le monde, c'est en fait, ça se fait juste là comme ça, sur une décision, un décret, quoi que ce soit sur lequel on n'aura rien à dire. L'exemple de l'Inde là-dessus, qui avait fait, alors exactement comme nous, ici en France, sa campagne sur l'ajout de la reconnaissance faciale sur retrouver les enfants perdus. Grand problème de retrouver les enfants perdus en Inde, donc voilà, ça fait pleurer tout le monde, il faut retrouver les enfants, les pauvres petits, machin, mettons de la reconnaissance faciale partout dans les rues. Ok, très bien, donc c'est mis en œuvre. Première utilisation quelques mois plus tard de la reconnaissance faciale, lister les opposants politiques dans la rue, dans les manifestations. Voilà, donc ça c'est à peu près immédiat, on le savait, c'est pas arrivé chez nous encore, mais on voit très bien ce qui se passe quand on y est. Moi j'ai été justement avec Bastien Lecarrec, qui devait être là, interrogé par le Sénat sur la question de la reconnaissance faciale il y a maintenant 3 ans je pense. Absolument, enfin
surréaliste, c'est-à-dire on passe 1h30, on est 3 associations dans la salle à expliquer pendant 1h30 que la reconnaissance faciale, son déploiement dans l'espace public est un danger et donc qu'il ne faut absolument pas faire ça, il faut l'interdire totalement. Et à la fin, les 2 dernières questions, c'est exactement la même chose par les sénateurs et sénatrices, c'est oui mais quand même, pour retrouver les enfants perdus, c'est intéressant. Voilà. Donc on est là, mais vous nous avez écouté pendant 1h30 avant, enfin, c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est toujours cette approche basée sur l'apitoiement, il faut protéger les faibles. Alors il faut protéger les faibles quand ça nous intéresse de mettre en place des technologies de surveillance. Par contre, mettre de l'argent dans les politiques de protection de la jeunesse et tout, ça, il y a des bouquins qui sont sortis sur les jeunes et les maisons ou les familles d'accueil et autres en France, c'est catastrophique. Et ça, par contre, il ne faut pas mettre d'argent dedans parce que c'est de l'argent public perdu. Il faut baisser les budgets. Donc voilà. Alors après, je ne sais pas si la question que tu voulais aborder était vraiment les failles qu'il y avait aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'est-ce qui provoque en particulier Et qu'est-ce qui permet finalement? Alors qu'est-ce qui permet le déploiement de ces technologies? Est-ce qu'il y a des gens de la CNIL dans la salle? Il n'y a personne de la CNIL, je peux y aller? Ok. J'en connais certains, je veux pas les blesser non plus. Le premier gros problème en France, c'est la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL est une institution qui a été mise en place pour faire croire finalement que la situation du numérique en France était maîtrisée. On avait une institution indépendante qui allait régler le sujet, donc avec une obligation de passer par la CNIL pour un certain nombre de lois, de mise en place de systèmes, de bases de données, etc., etc. Et donc vous en faites pas. La loi de 78 est là pour vous protéger, population française. Donc je rappelle, ça fait suite à l'affaire. J'ai pas eu le nom. Qui a créé la CNIL. Safari, merci, à l'affaire Safari, qui avait fait grand bruit dans les journaux, en particulier en première page du Monde, qui avait permis d'arriver à la création de la loi informatique et liberté. Donc très bien, on fait cette opération, mais c'est en fait finalement une opération de blanchiment de toute l'industrie du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit nous au quotidien des actions de la CNIL, c'est plutôt un accompagnement des entreprises du numérique pour les aider à mettre en place les algorithmes qu'elles veulent mettre en place. Voilà. Je ne parle pas évidemment de celles qui revendent les données personnelles, machin, pour faire de la publicité. Ça, bon, il y a des amendes. On a fait condamner Microsoft, on a fait condamner Amazon, on a fait condamner Google suite aux plaintes qu'on a fait en 2018 après la mise en œuvre du RGPD. Donc ça, elle sait faire. Plus ou moins bien, mais elle sait faire. Par contre, là, quand on parle d'intelligence artificielle, alors ça, il y a une espèce de croyance absolue qu'il faut accompagner les entreprises qui font de l'intelligence artificielle. Et là, ce qu'on voit, c'est effectivement, il n'y a plus de mur, du tout. Hein, c'est vraiment une aide généralisée. Et en particulier, l'algo de la CNAF dont je parlais juste avant, en fait, il a été validé en 2010. C'est à une époque où nous, on ne s'interrogeait même pas sur ces questions-là. C'était même pas quelque chose qui était dans notre scope. Hein. En 2010, la Quadrature existait depuis 2 ans. On avait été créé en 2008 sur la loi Hadopi, donc on s'intéressait particulièrement aux données, aux droits d'auteur. On commençait à s'interroger, je crois que c'est ACTA. ACTA, ça doit être début 2010. Donc c'était vraiment pas du tout dans notre scope. Et en fait, pendant ce temps-là, tranquillement, la CNIL disait à la CNAF, oui, vous pouvez utiliser une notation de vos allocataires pour aller définir qui fraude. Je ne sais même pas si à l'époque on parlait déjà des indus. C'était probablement déjà la fraude parce qu'ils sont quand même très forts pour aller se vanter sur leur capacité à détecter la fraude. Donc voilà, donc ça c'était déjà 2010. Et puis en fait, il y a tout un tas de validations que nous, on a vu passer qui nous ont fait sauter au plafond. Par exemple, la SNCF a déjà mis en place un outil de vidéosurveillance automatisée pour aller repérer les bagages abandonnés et suivre les personnes tout au long du parcours sous les caméras des gares pour essayer de trouver qui est la personne qui a abandonné un bagage. Donc ça, c'est déjà été mis en œuvre avec l'assentiment de la CNIL. En 2021, il y a une entreprise qui s'appelle Vision, V-E-E-S-I-O-N. Donc on peut retrouver les articles sur le site de la Quadrature du Net. Vision, c'est une entreprise qui va aider les supermarchés, les magasins à détecter les vols dans les étalages. Donc avec les caméras qui sont envoyées sur
les services de Vision, donc ils branchent les caméras du supermarché chez Vision, et on reçoit une information comme quoi la personne qui est il y a une personne qui est en train de voler des chocolats, quoi, en gros. Et nous, on a demandé, donc il y avait déjà une interaction avec la CNIL, et puis on dit à la CNIL, est-ce que vous pourriez nous donner les documents relatifs à cette affaire-là? Alors ils nous disent, non, c'est pas possible, 2021. Hein. On fait une demande CADA, une demande d'accès aux documents administratifs, et la CNIL nous dit, non, c'est pas possible, parce que c'est une affaire en cours. On est en train d'enquêter sur cette entreprise, donc on ne peut pas vous donner les documents. On dit, bon, pourquoi pas, ok, très bien, on est dans le chaud du sujet, là, il faudrait pas que nous, on vienne dans l'affaire. Et puis, ça fait 4 ans. Voilà, on est en 2025. On n'a toujours pas récupéré les documents de la CNIL. Toujours pas de nouvelles. Voilà, sur ce sujet-là. Donc, on attend, on est un peu surpris. Surpris, plus ou moins surpris, parce qu'on connaît la CNIL maintenant. Voilà, donc ça, c'est vraiment le grand problème qu'on a avec la CNIL, de finalement valider tout ça sous un vernis de on va contrôler, on est là, dormez braves gens, hein, c'est toujours cette idée-là. Voilà, et on a un autre souci, en particulier donc sur la VSA, mais aussi un peu avec les administrations, hein, qui est de pouvoir lancer des contentieux. C'est-à-dire, on a 36 000 communes en France. Chaque commune peut aujourd'hui déployer de la VSA de son côté sans poser de questions à personne. Et en particulier, on l'a vu, on a un contentieux qui vient de se terminer contre la ville de Moirans, dans les Alpes-Maritimes, il me semble. La petite bourgade de Moirans, qui a déployé de la vidéosurveillance automatisée dans son espace public, qu'on a attaqué. Et donc, on vient d'avoir le résultat, et donc nous avons gagné contre la ville de Moirans. Donc la justice a donc dit qu'il était interdit de faire de la vidéosurveillance automatisée dans l'espace public. Donc on est hyper content. Sauf que ça veut dire qu'il faut qu'on attaque toutes les autres villes une à une à partir de cette décision. Et ça, c'est juste infernal. C'est des coûts faramineux. On a moins de 10 salariés à la Quadrature, on a moins de 300 000 € de budget par an. On n'a pas du tout les moyens, sachant qu'on a bien d'autres campagnes aussi en cours, on n'a pas du tout les moyens de s'attaquer aux 36 000 communes pour aller voir quelles sont les décisions, quels sont les votes qui ont eu lieu, quels sont les budgets, parce qu'en fait sur la ville de Moirans, ce qui était assez intéressant, c'est que le conseil municipal en fait n'a pas voté la mise en place de la VSA. Le conseil municipal a voté la mise en place de la vidéosurveillance. Et c'est ensuite que le contrat a été modifié de gré à gré entre les quelques décideurs et tout de la mairie et le fournisseur de la solution technique pour activer les outils de vidéosurveillance automatisée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, une fois que l'outil est mis en place, en fait, activer le petit paramètre supplémentaire qui est en fait déjà disponible, mais il y a juste un bouton à cocher, en fait, c'est rien. Voilà. Et donc, le conseil municipal n'avait même pas validé ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous voulez être au courant de ça? Eh ben, nous, on a été au courant parce qu'il y a eu une publicité du fournisseur dans la publication du lobbying de la vidéosurveillance, la N2V, qui s'est vantée de la mise en place de cet outil. On a fait « Ah, trop bien, on a une information ». Et vous imaginez, les 35 999 autres communes, il faut qu'on fasse aussi ce travail et qu'on les emmène devant le tribunal, etc. Et pareil, dans les administrations, en fait, il faut qu'on sache que c'est mis en place. Je suis désolé, je suis un peu long, mais à France Travail, on a la mise en place d'un algorithme qu'on a su, donc c'est les syndicats qui ont repéré qu'il y avait des dossiers d'administrés qui étaient notés par une équipe qu'ils ne connaissaient pas. Je crois qu'il y a un article dans Mediapart là-dessus. C'est des gens qui ne connaissaient pas. Et puis, ils regardent les dossiers, ils ne connaissent pas les gens qui sont dessus, ils s'interrogent, ils regardent le contenu des dossiers, c'est mal fait, c'est mal traité, donc ils doivent repasser dessus, donc repasser du temps. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est tout simplement une IA, donc c'est des faux noms qui ont été mis en place, donc c'est une IA qui a été mise en place par la DSI, et donc les agents du ministère, les agents de France Travail, parce que c'est pas le ministère, c'est France Travail, ne sont même pas au courant qu'ont été mis en place des outils d'IA pour aller traiter les dossiers des administrés et le faire mal en plus. Et donc, comment est-ce que vous voulez que nous, on puisse être au courant, attaquer, si même au sein des administrations, les agents ne sont pas au courant? Voilà, donc c'est un peu tout ça la difficulté. Oui, on voit bien la difficulté qui rejoint ce que Pierre Terrasse disait tout à l'heure au sujet
des grandes entreprises d'IA, il y a une problématique de transparence, véritablement. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti de cette table ronde. C'est dommage, j'avais plein de trucs à dire. Ouais. Après, on va déjeuner. Vous pouvez tous aller discuter avec Benoît, qui a plein de choses à dire. Et oui, je pense que Blue et Katia aussi ont encore des choses à dire. On reste tous là après. Bon bah c'est bon, vous pouvez rester là, c'est bon. On a le temps. Et pour quand même faire un mot de conclusion de cette table ronde où le débat est loin d'être apuré, je pense. Oui, je vais donner la parole à Katia pour nous dire justement qu'est-ce que des ONG, des associations telles qu'Amnesty International, la Quadrature du Net ou l'EDRI au niveau européen ont comme marge de manœuvre. Est-ce que vous pouvez quand même combattre ce rouleau compresseur et essayer de l'arrêter un petit peu? Alors on le fait, évidemment, et je pense que peut-être un des points, en tout cas que moi je voulais souligner, c'est qu'on a montré qu'au niveau international, on voit effectivement ce mouvement qui est en marche, on le voit aussi en France avec la trajectoire qui est prise depuis une dizaine d'années, voilà, avec un empilement de lois qui viennent petit à petit étendre les pouvoirs de surveillance de la police et puis l'utilisation d'algorithmes discriminatoires dans les administrations, etc. Donc on voit que cette trajectoire, elle est adoptée maintenant et elle est difficilement arrêtable, en tout cas dans le discours des pouvoirs publics, c'est la voie qu'il faut prendre. Moi je dirais qu'effectivement les organisations de la société civile et tous les acteurs qui sont sensibilisés à ces questions ont évidemment un rôle à jouer. D'ailleurs je pense que voilà, il y a une bonne illustration de ce que ça pouvait donner, d'une part en termes de sensibilisation, parce que oui, l'information du public est extrêmement importante, les enjeux de transparence, on n'y est pas, donc il y a quand même besoin de lutter contre cette opacité, de faire passer des informations, d'avoir des discussions, de faire aussi un peu de pédagogie, parce que on peut considérer que ce sont des sujets un peu techniques, en réalité ce sont des sujets extrêmement concernants pour toutes et tous. Considérer que rechercher les enfants perdus, c'est vraiment super important. Exactement, et c'est aussi comment face à ce discours, tu disais d'apitoiement, au discours sécuritaire, au discours technosioniste, on peut aussi construire un contre-narratif et dire attention, en fait voilà les véritables enjeux, et si on n'y prend pas garde, en entrant par telle porte, on va arriver après à une situation qui sera irréversible, on aura du mal à revenir en arrière, le fameux effet cliquet qu'on cite souvent quand on parle du déploiement de technologies. Donc oui, d'abord un enjeu, je dirais, de sensibilisation, de pédagogie, d'initier des débats publics sur cette question-là, de mobilisation évidemment citoyenne. Le contentieux est un levier extrêmement intéressant, alors qui est compliqué parce que ça prend du temps et on peut pas le faire tout le temps partout, ça dépend des moyens, mais il y a aussi un contentieux qui a été déposé devant le Conseil d'État sur cet algorithme de la CNAF tout récemment, donc on verra l'issue de cette démarche. Donc il y a beaucoup de leviers en fait qui peuvent être activés. L'interpellation, évidemment, le travail de plaidoyer, il est extrêmement important. Tout le travail qu'a fait EDRI d'analyse de l'AI Act et tout le travail au moment du trilogue pour faire en sorte que les États membres du Conseil de l'UE ne détricotent pas les avancées qui avaient été obtenues du côté, par exemple, du Parlement européen. Enfin, c'est un travail de tout instant, de collaboration entre les différents acteurs de la société civile, mais je pense que c'est en se posant ces questions-là, en mettant le doigt sur les lacunes, sur les failles, en exposant et en interpellant, en contraignant avec soit des décisions de justice, soit des règlements qui sont ambitieux, qu'on pourra avancer, mais ça passe vraiment par une prise de conscience qui n'est pas évidente au regard du contexte et du discours sécuritaire et technosolutionniste ambiant. Mais on continuera. On continue à y croire.